Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. La nuit a été courte pour des habitants de Roulin évacués vers 4h30 de leur immeuble en feu. On y reviendra largement dans cette émission. On évoquera aussi la journée de grève avec un focus à Sarralbe. On vous emmènera on tour à la médiathèque de Bitche et on évoquera aussi le dîner Noël de joie qui fête ce soir son quart de siècle à Sarreguemines. On en parlera avec l'un des 3 protagonistes qui a lancé l'idée il y a 25 ans. Fabien Zegvart, bonjour. Bonjour. Et merci d'être sur ce plateau aujourd'hui. On va faire le point en deuxième partie d'émission. On donnera aussi la parole aux internautes. Ça fait partie des missions de Marie-Morgane. Coucou. Salut. Mais pour le moment, on commence donc cette émission avec les images spectaculaires de l'incendie qui a eu lieu cette nuit à Roulin. Le feu s'est déclaré au niveau de la toiture d'un immeuble SNI de 50 logements. Une quarantaine de pompiers a été mobilisée. Les premiers sur les lieux étaient ceux des centres d'intervention de Roulin et de Sarreguemines. 2 échelles aériennes, 2 fourgons pompe-tonnes, un PC de commandement et des véhicules légers ont été déployés. Appartement par appartement, 69 personnes ont été évacuées par les pompiers. Retour en images sur leur intervention avec les témoignages croisés du maire de Roulin et du chef de groupe qui dirigeait le premier détachement de pompiers arrivé sur place. En gros, nous avons été appelés, les services d'incendie ont été appelés à 4h28 cette nuit, je confirme. Oui, tout à fait, 4h28. Pour un feu, on avait déjà une notion de feu d'un immeuble et de la toiture. À notre arrivée sur place, l'objectif des sapeurs-pompiers était de stopper la propagation vers les premiers appartements qui se trouvent au dernier étage et bien sûr d'évacuer l'ensemble de l'immeuble et de faire les nécessaires pour les mettre à l'abri au chaud avec le concours de monsieur le maire de Roulin. En totalité, nous avons évacué 69 personnes, famille complète, enfants, etc. Nous avons recueilli tout le monde dans la salle, l'espace culturel, salle polyvalente, où bien sûr on essaie de les rassurer, de les restaurer et de faire en sorte qu'ils aient un peu de chaleur. Étant donné que par endroit le bardage protège en fin de compte les parties qui brûlent, ce n'est que de l'isolation, que du polystyrène et au fur et à mesure on procède aux extinctions. Pour le moment, pour nous, il n'est absolument pas question de monter sur la toiture, même si on a une confirmation que la dalle est en béton, vu que les eaux d'extinction et le foie, il y a du gel et ce n'est pas la peine d'engager du personnel pour avoir éventuellement une victime au niveau des sapeurs-pompiers. Donc l'objectif pour nous, c'est stopper la propagation, d'éteindre les foyers qui persistent, chose qu'on est en train de terminer à l'heure actuelle. J'ai fait venir également le propriétaire des lieux, la SNI, qui donc va mettre en place toutes les mesures nécessaires pour le relogement éventuel. On va voir dans quel état sont les appartements. Certains ne sont pas du tout impactés, donc les gens pourront rentrer chez eux. Mais ceux du dernier étage probablement devront être relogés provisoirement. Je ne peux pas vous dire de quoi c'est dû. À ce niveau-là, nous ne sommes pas des experts. Mais par contre, l'incendie, quand nous sommes arrivés sur place, il y a un joint de dilatation sur une hauteur de 5 à 6 mètres qui était en flammes, ainsi qu'une partie de la toiture sur une distance longitudinale entre 20 et 25 mètres, avec un début de propagation vers le reste de la toiture qui commençait très rapidement dès qu'on était arrivé sur place. L'objectif, c'est, comme j'ai dit, de stopper la propagation vers les appartements inférieurs et d'éviter également le minimum de dégâts des eaux par les eaux d'incendie qui ont été utilisées. J'espère que les gens ne sont pas trop traumatisés. Certains ont peur d'avoir tout perdu, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est un immeuble en béton, la couverture elle-même est une dalle en béton. Donc il y aura peut-être des dégâts des eaux, de fumée, mais je ne pense pas qu'il y ait d'énormes dégâts. Certains pensaient perdre tous leurs biens. Voilà, c'est les premiers ressentis quand on est évacué. Et c'était impressionnant quand même toutes ces flammes qui brûlaient, qui couvraient toute la toiture. Et on se demandait si on allait pouvoir maîtriser à un moment ou à un autre. Enfin, bravo les pompiers en tout cas. Uranie est à Roulin pour nous dresser l'état des lieux à la mi-journée. Uranie, bonjour. Salut Julia. Quelle est la situation ?
Alors, on l'a entendu, bien sûr, l'objectif, c'était d'évacuer les 69 habitants de l'immeuble pour les mettre au chaud dans la salle polyvalente, leur proposer un repas. Ce matin, ici, c'est encore l'effervescence sur le site. Les pompiers sont encore très nombreux et bien sûr, les habitants ou autres citoyens de la commune s'attroupent pour les regarder travailler, mais aussi pour parler de l'incendie. Alors, on parlait d'évacuation. Apparemment, il y aurait 18 logements qui seraient impactés et qui seraient relogés, alors soit dans des familles, soit pris en charge par le bailleur social. Alors pour l'heure, on ne sait toujours pas les causes de cet incendie, mais on peut déjà évoquer les dégâts. Et pour en parler, je me trouve en compagnie du commandant des opérations de secours. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a entendu juste avant, monsieur le maire a précisé que les dégâts seraient certainement limités. Est-ce que ce matin, après observation, est-ce que c'est le cas ? Alors, nous sommes intervenus à 4h28 pour un feu d'habitation et à l'arrivée des secours, c'était la totalité de la toiture des 50 appartements concernés qui étaient impactés. Alors, les dégâts actuellement, c'est un feu complet au niveau de la toiture, mais également des éléments d'isolation en façade qui ont été impactés. Et à l'intérieur des habitations ? Alors, bien sûr, il y a eu la première phase d'extinction de l'incendie et malheureusement une deuxième phase qui est la filtration des eaux d'extinction. Donc, il y a eu quelques appartements impactés par inondation suite aux eaux d'extinction de l'incendie. Et concernant les fumées, est-ce que ça reste encore un peu dans les appartements ? Est-ce que ça commence à partir ou comment ça se passe ? Actuellement, des opérations de ventilation ont été réalisées dans les appartements. Quelques-uns sont impactés, mais principalement, les dégâts sont dus à l'eau d'extinction. D'accord. Et alors, on voit que ça a été quand même un énorme dispositif ce matin. Combien il reste de pompiers ? Est-ce que vous pouvez nous parler du dispositif actuellement ? Oui, alors concernant le dispositif sapeurs-pompiers, alors 56 sapeurs-pompiers sont actuellement encore en activité sur cet incendie et avec 19 véhicules impactant de nombreuses unités de sapeurs-pompiers de la Moselle, y compris des moyens qui viennent en renfort des moyens spécialisés de Metz. D'accord. Et alors, pour terminer, donc comme je l'ai dit, on n'a encore aucune cause de cet incendie, mais comment ça va se passer pour l'enquête ? Alors nous, en ce qui nous concerne, on agit sur le sinistre en lui-même. En ce qui concerne l'enquête, c'est le service de police et de gendarmerie qui feront les investigations nécessaires. Et vous n'avez encore aucun élément qui ont été mis en lumière ? Non. Au moment où je vous parle, on n'a aucun élément là-dessus. Très bien. Merci beaucoup. Merci Uranie et puis merci aussi à Francis pour les moyens techniques. On fait maintenant un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersvillers. Important incendie cette nuit à Roulin. À 4h28, les pompiers ont été appelés pour un feu qui s'est déclaré dans un immeuble de 50 logements de l'avenue Louis Pasteur. 69 personnes ont été évacuées et rapatriées à l'espace culturel. L'incendie aurait pris un joint de dilatation, puis à la toiture sur une distance de 20 à 25 mètres de long. Une trentaine de pompiers étaient sur place pour maîtriser l'incendie et éviter la propagation. Les professeurs du collège mobilisés contre, entre autres, la réforme du lycée. En ce jour de grève générale, 20 professeurs du collège Robert Doisneau de Sarralbe montent au créneau. Depuis ce matin, ils distribuent des tracts aux parents d'élèves qui étaient plutôt réceptifs à leur discours. Ils ont prévu de se rendre en ville pour poursuivre leur action de sensibilisation. Ils protestent contre la réforme du lycée qu'ils trouvent injuste, mais également contre la suppression de postes et les salaires dévalorisés. Depuis le dramatique effondrement du pont Morandi à Gênes, l'état de ces ouvrages d'art est devenu une problématique sécuritaire importante. En France, le Sénat a créé une mission d'information pour faire un constat sur l'état des ponts dans l'Hexagone. Elle était hier en visite en Moselle et s'est rendue à Petite-Rosselle pour une visite de terrain. Elle a constaté l'état de délabrement du pont de Rosselmont. Il présente de multiples fragilités et a besoin d'être reconstruit. Le parc des archives municipales de Sarreguemines dorénavant réglementé. Suite à de nombreuses dégradations et des interventions des forces de l'ordre de plus en plus fréquentes, le parc est maintenant ouvert de 8h à 18h jusqu'au 31 mars et de 8h à 20h du 1er avril au 30 septembre. A noter que la ville se réserve le droit de modifier ses horaires et même de fermer temporairement le parc en cas de nécessité.
papier, tampons, colle et des centaines de décorations. Toutes les semaines, l'association Scrap en Scène de Saint-Jean-Rohrbach organise des ateliers. La présidente, Valérie Vandel, propose un album ou des cartes et les membres peuvent s'en inspirer pour leur propre création. Le scrapbooking, c'est l'art d'embellir son album photo et de le personnaliser de A à Z. La seule limite, son imagination. L'ambiance est bon enfant et les membres s'échangent volontiers leurs idées et décorations. Si l'activité vous tente, rendez-vous les lundis de 13h30 à 16h30 et les jeudis de 19h30 à 22h à la salle polyvalente. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Cette nuit, l'eau utilisée par les pompiers gelait quasi instantanément en touchant le sol. Quelle température demain? Voici les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain matin, couvrez-vous bien, il fera froid entre -2 et -5 degrés, mais la brume va rapidement se dissiper pour laisser la place au soleil. Il permettra d'avoir une après-midi plus douce. Le thermomètre pourra afficher jusqu'à 7 degrés. Une dégradation pluvieuse va ensuite progresser par l'ouest dans la nuit de mercredi à jeudi. Demain, nous serons le mercredi 6 février et nous fêterons les Gastons. Le soleil nous accompagnera de 7h54 à 17h36. Et l'image du jour reflète le ciel qu'on pourra découvrir demain. C'est Jean-Claude As qui nous l'envoie. Elle a été prise à l'avenue de la Blise à Sarreguemines. Merci à vous et vous pouvez vous aussi nous envoyer vos images par mail ou sur notre page Facebook. Cent fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. Le mouvement des stylos rouges se mobilise à Sarralbe. Ce matin, une vingtaine de professeurs du collège Robert Doisneau ont distribué des tracts aux parents venus déposer leurs enfants. Ils veulent sensibiliser les parents d'élèves à la réforme des lycées et manifester leur colère. Le point sur leurs revendications dans ce reportage d'Uranie Tozic et Laurie Couteau. Ce matin, de nombreux élèves traînent devant les portes du collège Doisneau et pour cause, leurs professeurs sont en grève. C'est la première fois que le corps enseignant de cet établissement se mobilise de façon aussi visible. Ils manifestent contre la réforme des lycées et s'interrogent sur l'avenir de leurs élèves, puisque dès la seconde, ils devront choisir leurs options et ces choix seront irrévocables. La réforme propose des filières variées, mais pas dans tous les établissements, ce qui pourrait renforcer les inégalités. S'ajoute à leur mécontentement une dévalorisation de leur profession et pour cause. Un salaire de départ assez faible, même avec un bac+5, des postes supprimés et une baisse de leur pouvoir d'achat de 30% en 20 ans. Et pour la rentrée 2019, au collège Doisneau, il devrait y avoir 2 classes de 6e en moins, mais 29 élèves par classe en 5e. Pourquoi ces enseignants de collège se sentent-ils concernés par la réforme des lycées? Comment ont réagi les parents des élèves ce matin? Quelques éléments de réponse avec Caroline Nadler, qui est professeure de sciences physiques au collège Robert Doisneau. Pour vous, en tant que professeur, pourquoi c'est important? Alors moi, je suis professeure principale de 3e, donc j'aide mes élèves à s'orienter et je suis aussi maman d'une élève de 3e, donc je suis doublement impactée par cette réforme et je dois l'avouer qu'il me fait peur. Pourquoi ça vous fait peur? Alors dans cette réforme, on parle d'un vaste choix pour les élèves, mais en fait ces choix, si on regarde bien de près, ils créent encore plus d'inégalités aussi bien géographiques. Les choix des lycées, tous les lycées ne pourront pas proposer les mêmes spécificités et de ce fait, entre des élèves de Sarreguemines et des élèves de Metz ou de Nancy, ils n'auront pas du tout les mêmes possibilités. Donc c'est vraiment, ça peut poser problème à l'avenir pour des élèves qui veulent des orientations assez précises. On ne pourra pas leur offrir les mêmes possibilités. Donc c'est pas du tout normal. Et certains choix, une fois qu'ils seront faits en première, ils ne pourront pas revenir dessus. Donc ils auront vraiment des portes qui vont se fermer. Donc il faut vraiment bien réfléchir à cette orientation qui est quand même essentielle. D'accord. Et est-ce que les parents ont été réceptifs ce matin?
Alors oui, ce matin, Sarralbe n'est pas un établissement généralement où le taux de grévistes est très important. Aujourd'hui, on est quand même à plus de 50% d'enseignants qui sont grévistes au collège. Et les parents, du coup, sont réceptifs puisque c'est pas quelque chose qui est répétitif. Donc je pense qu'ils ont bien vu l'importance et le contact qu'on a eu avec eux était vraiment positif ce matin. Ils nous ont encouragés et comprennent le mouvement. Est-ce qu'ils étaient au courant de toutes ces réformes? Alors certains parents d'élèves de 3e, on a commencé nous à faire un travail déjà avec eux, donc ils savent qu'il y a cette réforme, mais pour la plupart non, ils commencent à le découvrir parce que ça n'a pas été encore bien médiatisé. On en parle dans l'actualité de la réforme du bac, mais on n'est pas rentré dans les détails. Et ça les inquiète? Oui, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore opaques et je pense qu'avec les prochaines réunions, ils vont encore être plus sensibilisés. Les professeurs en grève toute la journée vont également aller dans le centre-ville de Sarralbe, notamment devant le Super U, pour continuer de distribuer des tracts afin d'informer les gens sur la réforme des lycées. Tout autre sujet, l'effondrement du pont Morandi à Gênes en août dernier a marqué les esprits et suscité des inquiétudes. Dans quel état sont les ponts en France? Il existe une mission d'information sur la sécurité des ponts. Hier, ses membres étaient en Moselle-Est. Ils se sont rendus à Petite-Rosselle où la situation du pont de Rosselmont est préoccupante. Ils ont constaté le mauvais état de l'ouvrage d'art qui relie la commune au quartier du Brour à Forbach. Guillaume Dumonteil était sur place. Chaque jour, près de 1000 véhicules empruntent ce pont. Certains excèdent le poids de 3,5 tonnes, bien qu'il leur soit interdit de rouler sur cet ouvrage d'art. Les problématiques sont liées au passage des poids lourds qui ne devraient plus être permis sur un ouvrage qui est aussi dégradé et qui n'est pas respecté du fait des incivilités. Conséquence, l'état du pont se dégrade. Ces grosses faiblesses, c'est l'absence d'enrobage, c'est-à-dire de protection des armatures, qui a éclaté dans le temps. Donc ça veut dire que c'est probablement un défaut d'entretien ou un vieillissement prématuré du béton. Et en fait, là, du coup, comme les aciers ne sont plus protégés, le fonctionnement structurel de l'ouvrage n'est plus assuré dans sa capacité. C'est la capacité de l'ouvrage qui n'est plus assurée dans sa totalité. Impossible de dire que le pont de Rosselmont ne risque pas de s'effondrer comme l'a fait le pont Morandi à Gênes au mois d'août. Par sécurité, l'interview d'Hervé Moret, sénateur de l'Eure et président de la mission d'information sur la sécurité des ponts, n'a pas été réalisée sous le pont, mais à côté. La solution, c'est d'agir très vite. La solution, c'est de surveiller de très près l'évolution du pont et de commander très rapidement les travaux nécessaires. Les travaux envisagés sont la destruction totale du pont et sa reconstruction. La voie ferrée serait supprimée et la voirie remise à niveau. Il s'agirait de construire un ouvrage cadre avec la création de passages souterrains pour les piétons et les cyclistes. Le coût des travaux est estimé à plus de 500 000 €, mais qui va payer? On ne sait pas vraiment qui est responsable de ce pont, dans la mesure où c'est un pont qui a été construit autrefois par les houillères, qu'aujourd'hui la responsabilité aurait été transférée à l'État, mais en même temps, la commune naturellement se préoccupe de la situation de ce pont et a fait un certain nombre d'études et est prête à faire des travaux. Donc il y a un certain nombre de problèmes, non seulement de sécurité, mais aussi de problèmes juridiques qui se posent. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de venir ici voir ce pont. Les travaux sont prévus cet été. En attendant, la signalisation va être renforcée pour ne plus que les poids lourds de plus de 3,5 tonnes empruntent ce pont. Des panneaux jaunes encore plus visibles vont être installés. Un moyen d'expression qui permet de devenir qui l'on veut. Le lycée Simon-Lazare de Sarreguemines a mis en place depuis le mois d'octobre un atelier de théâtre. La particularité, les sketchs sont en plate. Et ce n'est pas ce qui arrête les élèves et certains professeurs. Ils découvrent une nouvelle façon de s'exprimer et de se dévoiler. Claire Penrat et Guillaume Dumonteil se sont rendus dans les coulisses des répétitions avant les grandes représentations. Ah oui, tu crois que le personnel aurait laissé entrer une souris dans ce restaurant? Et puis ils sont omnibres, la Erin, que l'autre personnel a laissé, elle s'est faufilée toute seule. Faufilée? Bah oui, elle n'est pas venue en volant. Hein.
Sauf s'il s'agit d'une chauve-souris. Elle vole. Pour être exact, une chauve-souris volante, ça vole. Voilà un petit bout du gros travail mené par la troupe de théâtre du lycée professionnel. Présent dans cet atelier, une vingtaine d'élèves de la seconde à la terminale, de toutes les filières, mais aussi des professeurs qui prennent sur leur temps libre pour pouvoir donner vie à ce projet. Ils sont tous volontaires et s'épanouissent dans ce défi lancé il y a moins d'1 an. Le projet est né lors de la dernière édition du festival Mireille de Plate, où Laurent Bartel donnait une représentation au lycée Henri Nominé. Et là, ce fut un coup de foudre théâtral pour Christina Jung et sa collègue Nina Kirsch. On a interpellé le comédien et puis on lui a demandé s'il était d'accord pour mettre en place un atelier ou un club de théâtre au départ en Plate, donc chez nous au lycée Lazare. Après l'acceptation de Laurent Bartel, comédien fervent défenseur du Plate, les séances ont pu commencer. Les répétitions ont lieu le lundi de 13 à 14 h, mais également certaines fois après les cours, selon l'envie et le besoin de chacun. Cet atelier permet de casser la barrière professeur-élève et de se découvrir autrement. Le théâtre est avant tout un art permettant de travailler la gestuelle, jouer un rôle, extérioriser ce que l'on ressent et aider les jeunes dans leur quête d'expression. Le Plate est un aspect qui se rajoute à cet ensemble. Pour certains, c'était l'occasion de découvrir cette langue, mais d'autres l'utilisaient déjà. Je participe à l'Evrekapezetsung, donc d'Inare. Donc je suis dans le groupe carnavalesque et ça me permet justement d'avoir appris le Plate, de parler plus cette langue pour pouvoir justement me détendre à l'école avec les professeurs et tout. En amont, Laurent Bartel était intervenu lors de la pré-rentrée et les professeurs concernés en avaient également parlé pendant leurs heures de cours en début d'année. Différents rôles ont été choisis, les textes sont inspirés du travail de plusieurs humoristes allemands. Cela n'a pas rendu la tâche facile, mais ils n'ont reculé devant rien. 2 élèves nous dévoilent un de leurs rôles en exclusivité. Je suis comme serveuse, je ramène le plat, je demande ce qu'ils voudraient et je ramène de nouveaux plats. Moi, mon rôle, c'est celui d'un client orgueilleux qui va essayer de faire tourner notre amie la serveuse en bourrique. Des élèves désireux de progresser, d'apprendre et prêts à affronter le regard des autres, même si ce n'est pas toujours facile. Le format prévu est de 5 à 6 sketchs d'une durée de 5 à 10 minutes. Plusieurs représentations sont prévues. Jeudi prochain, nous allons à l'EHPAD Sainte-Marie et on a 2 élèves qui joueront déjà une première scénette de Karl Valentin. Ensuite, il y aura la journée porte ouverte le 23 mars où les élèves représenteront leur scénette devant les parents et les élèves qui viendront au lycée. Et puis le 2 mai, il y aura au restaurant d'application une soirée spéciale où les gens qui viendront manger auront un repas parsemé de sketchs que les élèves représenteront. Également en fin d'année, une dernière représentation, le spectacle de fin d'année qui sera fin mai. Un moment convivial entre les comédiens et pour les spectateurs à n'en pas douter. Et si vous ne comprenez pas très bien le Plate, ne vous inquiétez pas, quelques mots français se sont également glissés dans les répliques pour satisfaire le plus grand nombre. Chanter dans la bonne humeur et s'amuser, c'est l'atmosphère qui règne dans l'atelier choral du lycée Simon-Lazare de Sarreguemines. Dans ce groupe, des élèves reprennent plusieurs chansons d'artistes connus en changeant de registre et de langue. Un moyen pour eux de se libérer et d'extérioriser ce qu'ils ressentent. Claire Penrat et Guillaume Dumontail ont assisté à la dernière répétition. Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Tout est possible, tout est réalisable. Des mélodies entraînantes et des paroles qui restent dans les esprits, voici ce qu'ont choisi d'interpréter les membres de l'atelier choral mis en place en début d'année scolaire. L'objectif est simple, permettre aux élèves de s'exprimer et de créer des liens tout en s'amusant. Un facteur d'intégration efficace, donnant l'opportunité aux élèves de différentes filières de se sentir bien dans leur environnement. Un moment de partage mêlant initiés et débutants, l'occasion est parfaite pour se faire de nouveaux amis. J'ai déjà fait 2 ans de chorale et du coup j'ai voulu continuer. Et ça m'évite de rester 1 heure à rien faire et ça me libère entre guillemets. Et je peux passer du temps avec des amis et j'ai rencontré d'autres gens. Ça m'a permis de parler avec d'autres gens. Cet atelier est basé sur le volontariat. Il se déroule 1 heure par semaine. Accompagnés d'une vingtaine d'élèves de filières et niveaux différents, les professeurs coordinatrices de cette activité, Nina Kirsch et Christina Jung, ont décidé d'aborder une thématique commune, l'altérité, c'est-à-dire le rapport à l'autre. S'épanouir ensemble et avoir plaisir à se retrouver et être bien au sein du lycée
Et c'est ce que les élèves, j'ai l'impression, ils s'épanouissent parce qu'ils ont tous un peu des compétences en expression. Certains on a des futurs artistes qui s'épanouissent malgré toutes leurs différences et leurs particularités à différents niveaux. Et voilà, donc on est heureux qu'ils soient présents, réguliers et que tout ce petit monde, cette petite communauté cohabite. Les élèves sont au rendez-vous et toujours plus motivés. En plus des chansons, des chorégraphies ont été mises en place. Dans le groupe se trouve un danseur de breakdance et une trompettiste qui augmente encore la qualité du spectacle. Cette chorale mise alors sur plusieurs disciplines, mais également sur plusieurs registres de chansons. En passant par du français, de l'anglais, de l'allemand et encore de l'italien, le répertoire est large et se compose de genres et de styles bien différents. Au-delà de chanter pour soi-même, les élèves apprécient tout particulièrement de faire entendre leur voix à d'autres et de propager des ondes positives. Des personnes extérieures au lycée pourront assister au spectacle, notamment les résidents de l'EHPAD Sainte-Marie. D'aller voir des personnes âgées après, du coup c'est vraiment super cool quoi. Et la dernière fois en plus il y avait le chef des travaux était venu et tout. Personnellement moi j'étais contente parce que on leur montre en fait ce qu'on fait et tout et qu'on passe pas notre heure depuis la rentrée à rien faire quoi. Les élèves sont fiers de leur travail et ne cessent de s'améliorer. Chanter leur permet de prendre confiance en eux, mais également d'établir un autre relationnel avec leurs professeurs. 4 représentations sont prévues très prochainement. En tout cas, une chose est sûre, si vous les rencontrez, attention à leur joie de vivre, elle est addictive. Dans un instant, on revient sur les 25 ans de la formidable aventure du dîner Noël de joie à Sarreguemines. Et puis on vous emmènera dans les coulisses de la médiathèque de Beach. A tout de suite. La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office de tourisme à Beach. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. On en parle depuis des mois, ça y est, le prélèvement à la source est devenu une réalité. Avez-vous remarqué les changements sur votre fiche de paye? On vous a posé la question. Que pensez-vous du prélèvement à la source? Je ne me suis pas trop posé de questions à ce sujet-là, mais bon, c'est innovateur, alors on ne sait pas trop. Je vais vous dire, je ne sais pas trop. Il faut voir ce que ça va donner. On ne sait toujours pas ce que ça va donner, donc je ne sais pas. Je pense que c'est une bonne idée après. On n'était pas trop préparé à ça, mais bon, c'est sûr qu'on est embêté parce que là du coup on a moins de salaire à la fin du mois, mais finalement c'est un calcul comme un autre puisqu'on n'a pas besoin, on doit avancer l'argent qu'on devra de toute façon donner en courant d'année, donc c'est un mal pour un bien, mais c'est sûr que là les premiers temps c'est un peu surprenant. Mais... Je trouve que c'est intéressant. Parce que ça évite d'avoir à se poser trop de questions, c'est prélevé à la source. Juste la chose qui m'embête, c'est que l'employeur soit au courant de combien on est prélevé. Du coup, au niveau de la confidentialité, de ce que gagne le conjoint, ça peut être problématique, enfin pour moi en tout cas. Je préférais quand c'était confidentiel. Et en fait, je ne sais pas trop quoi en penser parce que je suis un petit peu perdue. Vous êtes concerné quand même par le prélèvement à la source? Je ne sais pas. Mon statut est un peu compliqué, je suis en libéral, donc je ne sais même pas du tout si je vais être prélevé à la source, comment ça se passe, je ne sais pas de grand chose. Comment ça vous a impacté du coup ce prélèvement à la source? Pour moi pas tellement. En fait, comme on était déjà prélevé mensuellement, donc ça nous a pas tellement impacté, mais ça va peut-être obliger plus de personnes à réfléchir à ça, ceux qui se trouvaient impactés par le prélèvement trimestriel, ou ils vont devoir, il va y avoir moins à la fin du mois en tout cas. Franchement, je n'ai aucune idée, je vais voir ça quand j'aurai la paie, on verra bien. Je veux dire, on en parle depuis la fin de l'année, il y a eu des tests qui ont été faits
Bon, les dernières fiches de paye de 2018 étaient déjà préparées, donc ça va. C'était pas un choc trop important. Après, il faut juste pas qu'ils se trompent tout le temps, quoi. Qu'ils prennent plus, quoi, c'est tout. Marie-Morgane, nos internautes aussi ont dû remarquer ce grand changement sur leur fiche de paye. Oui, ils ont dû notamment apercevoir la mention prélèvement à la source en bas de leur fiche de paie. Alors ça a l'air de convenir à Dom. Il a répondu « En ce qui me concerne, on me donnait pour le reprendre. Là, il le garde tout de suite et c'est tant mieux. Et de toute façon, pour les gens mensualisés, ça ne change rien du tout. » Isabelle n'est pas concernée pour l'instant. Elle nous a répondu « Dans mon métier, normalement, il y a un moratoire d'1 an. » Et René, lui non plus, n'est pas concerné cette année, mais il s'inquiète des erreurs de prélèvement. Il donne un exemple qu'il a vu dans un reportage d'une chaîne nationale. Une personne avait 1 400 € de revenus et un prélèvement de 500 € alors qu'elle n'était pas imposable. C'est déjà grave. En plus, il va être prélevé ainsi pendant 3 mois avant que les impôts ne puissent rectifier et rembourser. Bon, donc bien plus réjouissant que les impôts, parlons maintenant d'une bonne cause et de son succès. Le dîner Noël de joie à Sarreguemines fête ce soir son quart de siècle. Fabien Zigvart, à l'origine, c'est l'histoire de 3 copains. Absolument, c'est Daniel Olivieri qui a pris l'initiative de cette soirée. Il était à l'époque le sommelier et le responsable du restaurant du Casino. Et comme il voulait organiser une soirée caritative au profit de Noël de joie, qui est l'œuvre de solidarité du Républicain Lorrain, il est venu me voir. Et ensemble, nous avons été donc prendre contact avec le truculent Christian Biache, qui était à l'époque le chef de travaux de la section hôtelière du lycée Lazare, et Jacques Sandras, le proviseur, pour avoir une base logistique et une structure qui nous permettent de monter cette opération. Alors aujourd'hui, il n'y a que vous qui êtes là sur le plateau, mais on va remontrer l'image d'archive. Alors elle date déjà de 2008, mais on vous voit tous les 3 côte à côte, et donc à gauche Christian Biache, et au milieu Daniel Olivieri, et à droite notre invité du jour. Est-ce que vous vous attendiez à l'époque à ce que ça dure 25 ans quand vous vous êtes lancé dans cette aventure? Pas du tout, puisque au départ il s'agissait de faire une vente aux enchères de bouteilles de vin et d'attribuer le fruit de la collecte à Noël de joie. Et très vite on s'est rendu compte qu'il y avait une demande au niveau de ces soirées de dégustation, et très vite c'est devenu un repas avec l'accord entre les mets, les vins et puis les pains. Et c'est donc Christian qui s'est occupé de toute la partie contact avec les professionnels des métiers de bouche, Daniel qui s'est occupé de tout ce qui était vin, et moi je me suis occupé évidemment de toute la partie communication. Et bien sûr, puisqu'il fallait communiquer aussi sur l'événement. Alors la recette, vous l'avez dit, c'est un menu de fête avec effectivement cet assortiment mets-vin. Du côté des assiettes par exemple, qu'est-ce que les heureux convives vont pouvoir déguster ce soir? Est-ce qu'on peut dévoiler 1 ou 2 plats du menu? On peut dévoiler un plat standard qui ouvre toujours la soirée, c'est le foie gras. C'est un plat qu'on fait depuis 25 ans, que les restaurateurs font donc depuis 25 ans. Ensuite, nous avons une entrée froide, puis un poisson, puis une viande, puis un dessert qui est concocté par la pâtisserie Wargard. Et puis il faut faire des pauses dans tout ça parce que ça fait beaucoup quand même à manger dans les soirées. Du coup, il y a aussi une tombola, la vente des billets qui permet de récolter encore plus d'argent et pas seulement le prix que paye chaque convive pour participer à ce dîner. Au total, en 25 ans, entre les entrées pour participer au dîner et la tombola, ce dîner Noël de joie, il a permis de réunir combien d'argent ? Alors, je devinais cette question, puisque au bout de 25 ans, ça représente quand même une somme considérable. Alors, il y a 2 choses. Il y a le produit de la soirée Noël de joie et il y a la tombola, qui est organisée par le Lions Club de Sarreguemines, qui a repris l'organisation depuis une quinzaine d'années. Donc, rien que la soirée Noël de joie en elle-même, j'ai comptabilisé à peu près sur les 25 éditions, nous avons collecté grosso modo, c'est un scoop que je vais vous donner, plus de 200 000 €. Waouh! Ok. Donc alors 200 000 € qui, au fil des ans, ont servi à quoi? Parce que ça n'a pas été 200 000 € d'un coup. Les sommes ont été utilisées au fur et à mesure chaque année. Absolument. Donc nous avons un comité d'organisation qui décide de l'affectation des fonds. Donc nous venons en aide aux personnes démunies, en difficulté, à travers des associations comme la conférence Saint-Vincent de Paul, les équipes Saint-Vincent. Nous venons en aide aux hôpitaux, à l'hôpital de Sarreguemines, où nous achetons des équipements que l'hôpital ne peut pas prendre sur son budget. Nous intervenons au niveau des handicapés, nous intervenons au niveau des personnes âgées.
Nous intervenons auprès de sinistrés, par exemple comme l'incendie qu'on vient de voir de Roulin, pour venir en aide aux familles, pour redémarrer un peu dans la vie. Donc c'est l'ensemble des fonds qui sont reversés localement. C'est ce qui fait l'intérêt de cette soirée et son concept, c'est-à-dire que l'ensemble des fonds sont reversés intégralement aux associations et aux personnes en difficulté de Sarreguemines. Et on l'a bien entendu, il y a de toute façon tout le temps des causes et encore des causes à aider. Donc a priori, aucune raison que ça s'arrête. Ça fait 25 ans que ça dure, ça va, c'est pérenne maintenant. Ben écoutez, c'est une formidable chaîne de solidarité humaine qui permet à cette soirée d'exister. On dit toujours que quand la recette est bonne, il faut de bons ingrédients. Nous les avons grâce à l'intervention bénévole, il faut le rappeler, de l'ensemble des participants. On était parti d'une petite entreprise artisanale de 3-4 personnes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une mini-entreprise où nous avons une centaine d'intervenants. Donc ça représente une organisation très lourde que Raymond Socha du Lions Club manage avec talent depuis maintenant 15 ans. Et puis là, il va passer la main. Donc ce soir, il y aura un certain nombre de surprises. Programme spécial pour le 25e anniversaire ? Ah, complètement. On a voulu marquer le coup de manière assez exceptionnelle. On veut bien entendre d'autres scoops. Je vais garder le secret parce que la présidente ne sera pas très, très contente que je dévoile le nom de l'invité vedette. Et puis il y aura d'autres surprises et dans l'assiette et dans les verres et au niveau de l'animation. Et on en parlera puisque la caméra de Mosaïque Cristal va bien sûr s'inviter dans cet événement. Merci beaucoup Fabien Zigbart et bon Noël de joie. Merci beaucoup. Nos archives chez nous, elles ne remontent pas encore à un quart de siècle, mais il y a déjà un stock d'images impressionnant. Et Marie-Morgane, toi, tu fouilles chaque semaine dans ces archives. De quoi as-tu décidé de nous parler cette semaine ? Alors aujourd'hui, on va évoquer la gare de Bitche. En 2007, elle était encore ouverte et malgré la grogne de certains utilisateurs dus à des retards de train, par exemple, la région Lorraine était encore plutôt optimiste quant à l'avenir de la gare. Regardez. Nous sommes actuellement en pleine négociation de la convention et là on peut dire que de toute façon la région Lorraine souhaite que le service en gare soit amélioré et il n'y aura plus de risque de fermeture des gares ni de réduction donc, du service qui sera rendu en guichet. C'est vraiment l'un des thèmes particulièrement important qu'a souhaité développer le président Masseray. En clair, la gare bitchoise devrait conserver ses activités. Reste à savoir si le nombre des agents en place sera maintenu. Suite à la suppression en 1996 de la ligne ferroviaire Bitche-Niederbronn, le nombre des agents en place est passé de 9 à 7. Et la gare de Bitche et la ligne SNCF Sarreguemines-Bitche ont été finalement fermées 7 ans plus tard, en 2014. C'est vrai que ça fait bizarre de revoir ces grandes déclarations d'intention au niveau de la région Lorraine, mais entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Merci Marie-Morgane. On va justement maintenant à Bitche. On vous emmène on tour dans un ancien hôpital militaire devenu pôle départemental de lecture publique. C'est la médiathèque Joseph Schaeffer à Bitche et c'est Flora qui va vous guider. On vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous. À bientôt. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, notre émission On Tour s'installe à la médiathèque de Bitche. En 1999, les habitants découvraient pour la toute première fois la médiathèque Roca. 20 ans après, qu'est-elle devenue ? Avant de vous emmener en visite guidée, voici une petite présentation. « 1791 mètres carrés de culture au cœur de la cité fortifiée. Bienvenue à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. Installée depuis 1999 dans un ancien hôpital militaire, la médiathèque était à son ouverture le premier lieu de ce type dans la région. Un lieu où l'on peut emprunter et consulter des documents sur de multiples supports.
Aujourd'hui, les postes informatiques ont évolué. Des tablettes numériques sont à la disposition du public et le prêt de jeux de société a fait son apparition. La médiathèque est pôle départemental de lecture publique. Ainsi, 10 salariés, dont 3 départementaux, assurent le fonctionnement de la structure. Le territoire du réseau des bibliothèques du pays de Bitche compte 13 bibliothèques en plus de la médiathèque Joseph Schaeffer. Les bibliothèques de Rohrbach, Petit Rederchin, Étain, Rallin et Gros Rederchin ont intégré le réseau avec la réunion de la communauté de communes du pays de Bitche et celle de Rohrbach. Mais toutes ces bibliothèques du réseau sont aussi rattachées à la BDP, la bibliothèque départementale de Près, dont les fonds se trouvent dans une autre aile du bâtiment Roca. 2 à 3 fois par an, les bibliothèques récupèrent de nouveaux documents à mettre à disposition du public en plus de leurs fonds propres. En 2018, la médiathèque a comptabilisé un peu plus de 1400 actifs, c'est-à-dire des personnes ayant emprunté au moins un document au cours de l'année. Mais les usagers qui fréquentent les lieux sont bien plus nombreux. La carte d'abonnement n'est nécessaire que si l'on souhaite repartir avec un document. La consultation sur place est quant à elle gratuite. La médiathèque est un lieu de vie, on peut y étudier, y lire, y jouer, participer à des ateliers ou des animations et chaque mois, les collections s'enrichissent de nouveautés. Conçu comme un cocon où chaque étage, chaque espace est propice à la découverte, on y déambule comme dans un labyrinthe au bout duquel on trouvera peut-être un trésor à rapporter chez soi. Et je suis avec Marie Berensung. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la médiathèque de Bitche. Alors expliquez-moi, on se trouve où ici? Alors ici, on est dans l'espace ados, jeunes adultes et également BD. Derrière vous, vous avez une salle qui accueille les jeux vidéo. Et là-bas, l'espace est un espace numérique et nous avons encore quelques CD. Et alors globalement, qu'est-ce qui se passe ici à la médiathèque tout au long de l'année? C'est un lieu d'accueil du public pour effectivement toutes les ressources documentaires dont nous disposons. C'est un lieu d'animation, c'est un lieu effectivement où certains jeunes viennent jouer ou des gens effectivement sur l'ordinateur. C'est un lieu plutôt de vie. Et ça s'adresse à quel type de personnes? Alors quelle tranche d'âge? Tout public, aussi bien les bébés lecteurs, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les personnes plus âgées. Tout public. Et alors la médiathèque est en réseau avec plusieurs bibliothèques. Comment ça s'organise ce réseau? Comment fonctionne la médiathèque vis-à-vis des bibliothèques et vice-versa? Alors, on est également effectivement pôle départemental de lecture publique. Donc c'est une mission départementale. Il y a des agents du département qui travaillent au sein de cette médiathèque. Et c'est donc aussi bien un rôle d'accompagnement que tout un fonds documentaire qui n'est pas visible du public, mais qui est dans une autre aile du bâtiment, où les bibliothèques aussi bien du territoire du pays de Bitche que de Sarrebourg viennent s'approvisionner en documents. Et donc c'est aussi une grande mission de formation. On a donc des référents de territoire pour chaque bibliothèque et on est aussi sur un réseau d'animation. Là on est sur une compétence communautaire, donc toutes les animations culturelles qui émanent de la bibliothèque et de son réseau. Donc c'est un vrai atout pour la médiathèque. Exactement. Alors aujourd'hui la médiathèque est fermée au public, mais ici tout au long de l'année il y a de nombreuses animations qui sont organisées. Et vous allez voir que le programme est plutôt varié. Regardez. On poursuit la visite? Oui. La médiathèque et son réseau de bibliothèques n'ont rien de bibliothèque poussiéreuse. Chaque mois, une dizaine d'animations est proposée pour un public de 0 à 99 ans. Ce matin, ce groupe vient s'initier à la tablette numérique. Un atelier récurrent tant le public est demandeur.
l'accès à la culture se fait aussi via ces nouveaux outils, pas toujours très faciles d'accès passé un certain âge. L'idée ici est donc de pouvoir se débrouiller seul avec sa tablette sans faire appel à ses petits-enfants. Tiens, moi je te le fais. Mais alors je ne fais quand même pas le faire. Les plus jeunes viennent régulièrement écouter des histoires ou jouer à des jeux vidéo à la médiathèque. Des jeux vidéo qui donnent lieu à des tournois éclairs toujours très suivis. La médiathèque propose aussi des ateliers ponctuels ou des spectacles. Plusieurs intervenants extérieurs sont invités tout au long de l'année à mener ces ateliers thématiques. Mais tout ne se passe pas exclusivement à Beach, à la médiathèque. Les 13 bibliothèques du réseau aussi sont pleines de ressources et force de propositions. Les jeux de société et le rétro gaming, par exemple, a trouvé ses adeptes notamment à Valdouze et Götzenbruck. Oui, 6 plus 4. 6 plus 4. Ça fait 10. Ça veut dire que je roule à 100 km/h, puisque je rajoute un 0 après. 100 km/h, c'est au-dessus de 80. Donc ça veut dire que du coup, je peux avancer que de 2 cases et je m'arrête là où c'est limité à 80. 14, 15, 16, 17, égalité. Et puis la médiathèque participe à tous les événements nationaux ou régionaux autour de la lecture, Lire en fête, le printemps des poètes, la nuit de la lecture ou les insolivres. Autant d'occasions de s'ouvrir à la lecture autrement, parce que la médiathèque est avant tout un lieu de promotion de la lecture. Fatigué de la chasse et de la chaleur du jour, Narcisse vint s'asseoir. Attiré par la beauté, la fraîcheur et le silence de ces lieux. Le canal que je longeais était un miroir de lumière blanche, moirée de vert. Plus le soleil deviendrait intense, plus le canal s'assombrirait jusqu'à prendre la couleur de la mousse. Tous les 2 mois, la médiathèque édite son programme d'animation sous forme de livret, un programme que l'on peut aussi consulter sur son site internet. Donc là, on arrive où? L'espace des BD. D'accord, mais c'est un vrai labyrinthe ici en fait. Exactement. Là, on est dans le coin des enfants et il y a quelque chose d'assez incroyable. Expliquez-moi un petit peu ce que c'est. On dirait une sculpture. Alors, nous on appelle ça l'œuf. C'est un petit coin, effectivement, pour des heures du conte. Et à côté, vous avez l'espace pour les bébés lecteurs, où on a une activité récurrente tous les mois. Ah oui, donc effectivement, ça doit bien plaire aux enfants. Expliquez-moi un petit peu, la médiathèque a aussi d'autres partenariats avec d'autres établissements et il arrive aussi que la médiathèque se déplace, c'est ça? C'est ça, là, on est effectivement sur des activités dans les murs, mais aussi hors les murs, et là en général toujours en partenariat avec les bibliothèques, oui, ou des partenaires fidèles comme les crèches, les PMI, EHPAD, foyer d'aide médicalisée en Chambert, la Masse à Rohrbach, enfin il y en a beaucoup. Et sinon, on est effectivement aussi ancré vraiment dans le territoire. On travaille beaucoup avec le parc naturel régional des Vosges du Nord, l'Observatoire Homme Milieu également. J'en oublie, mais il y a Artopie, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de partenaires avec nous. Et pour le mois de février, alors c'est quoi les grands rendez-vous à ne pas manquer? Alors on a une rencontre le 23 février sur le gaspillage alimentaire. On trouvait que c'était un sujet d'actualité. Oui. Et on a, comme chaque vacances, un spectacle pour les enfants, du théâtre d'Est, d'une gourmandise littéraire pour les enfants. Ouais, voilà, de quoi remplir les agendas. Merci en tout cas, j'ai rendez-vous avec un deuxième invité pour terminer ma visite. Vous m'accompagnez parce que j'ai peur de me perdre. Sans problème. Ah, j'aperçois mon deuxième guide. Merci en tout cas pour la visite et puis à bientôt. À bientôt. Serge Weil, bonjour. Vous êtes mon deuxième guide du jour. C'est avec vous que je termine cette visite. Alors cette année, il y a une grande nouveauté, c'est que la médiathèque va fêter ses 20 ans. Alors elle a dû pas mal se réorganiser en 20 ans. Qu'est-ce qui est prévu en termes de nouveautés pour 2019 ? Donc en 2019, pour fêter cet anniversaire, qui est quand même déjà un bel anniversaire, nous avons prévu de faire des travaux de réorganisation de l'ensemble pour améliorer l'accueil du public, évidemment, d'un côté, mais aussi pour permettre aux bibliothécaires de travailler dans des conditions améliorées, puisque 20 ans, c'est aussi un âge où il faut faire
un lifting et ce sera l'occasion de le faire cette année. Alors qu'est-ce qui est envisagé en tout cas comme travaux? Donc on va déjà dans un premier temps essayer de tout ce qui est en place aujourd'hui de le pérenniser et ensuite de pouvoir accueillir le public dans un espace numérique, dans un espace de convivialité et d'échange qui leur permettra aussi d'accéder aujourd'hui beaucoup mieux au numérique. Parce que vous savez qu'aujourd'hui dans les communes ou sur le territoire, c'est beaucoup plus difficile d'accéder au numérique quand on n'est pas équipé chez soi, et donc ce sera l'opportunité aussi pour le public de pouvoir y accéder et de pouvoir utiliser ça correctement, surtout dans le domaine d'échange aujourd'hui avec les administrations. Donc ça va changer beaucoup de choses à la fois pour les usagers mais aussi pour le personnel de la médiathèque. Évidemment, ça changera aussi pour le personnel de la médiathèque, c'est aussi le but. C'est-à-dire on va changer la possibilité d'accueil, mais aussi pour que les personnes ici à l'intérieur se sentent à l'aise et se sentent bien pour pouvoir travailler dans des conditions améliorées. Même si aujourd'hui c'est déjà pas mal, vous avez pu visiter. C'est vrai. C'est un bâtiment qui est assez sympathique, mais évidemment quand on peut améliorer un petit peu, surtout que ça se fait dans le cadre du contrat de ruralité, il faut y aller. Et en quoi c'est un atout, un plus au niveau du tourisme d'avoir un bâtiment comme celui-ci sur le territoire? Un bâtiment comme celui-ci qui en plus sert de médiathèque est forcément un atout supplémentaire pour le tourisme. En tant que président d'office de tourisme, je côtoie régulièrement des touristes qui font le tour et la visite de beach pendant la période estivale, et c'est toujours pour eux une découverte assez exceptionnelle que de découvrir un tel bâtiment, l'extérieur, son histoire bien sûr, et puis après l'intérieur où franchement il y a un éventail exceptionnel de documents qui sert à tout le territoire et à tous les gens du territoire, mais aussi aux touristes s'ils en ont envie. Oui, et puis c'est vrai que tout au long de cette émission, en traversant la médiathèque, on a pu découvrir ces différents styles architecturaux, et puis il faut dire que c'est un bâtiment qui est aussi chargé en histoire. Regardez. Un bâtiment historique transformé en lieu de culture. Voilà une belle reconversion pour celui qu'on a longtemps appelé à Bitche le bâtiment Roca. Cette construction de grès, rue Saint-Augustin, date de 1745. Il s'agit à l'origine d'un hôpital militaire. Sa forme actuelle, entourant une cour carrée, date de la fin du XVIIIe siècle. Le bâtiment doit son nom au médecin-major de 2e classe Charles Roca, décédé le 22 août 1925 dans cet établissement, victime du devoir professionnel. Désaffectée après 1939, la municipalité occupera les lieux durant 20 ans à partir de 1967. Logeront ici aussi pendant un temps 3 familles et une école maternelle. La cour pavée, le jardin, la voûte, l'élévation, les façades, les inscriptions des murs et les toitures sont inscrites à l'inventaire des monuments historiques depuis 1991. En 1992, l'idée de convertir les lieux en médiathèque est lancée et se concrétisera par son ouverture au public le 5 janvier 1999. En 2010, le bâtiment est rebaptisé Médiathèque Joseph Schaeffer, du nom de l'ancien maire de Bitche et instigateur de cette réhabilitation. La riche histoire de ce bâtiment est aujourd'hui à la disposition de tous les usagers de la médiathèque à travers une œuvre sonore permanente de 11 minutes 47 créée par les artistes Marion Fröhliger et Michel Jacquet. Une belle façon de ne jamais oublier qu'ici, on est dans un lieu exceptionnel. Et après, vous rentriez dans cette cour où il y avait un marronnier. Et puis, je me suis renseignée, il y avait un banc. Impossible de terminer cette émission sans passer aux abords de ce marronnier. Lui aussi a une histoire singulière. Il s'agit d'un des marronniers issus du marronnier que décrit Anne Frank dans son journal. Mais le mieux, c'est encore de venir le découvrir vous-même ici et de venir faire un tour à la médiathèque. Toutes les infos sont disponibles sur le site qui s'inscrit au bas de votre écran. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro On Tour.